As-tu déjà imaginé, tard le soir, ce qu'aurait été ta vie en temps de guerre? Avoir peur à chaque bruit autour de ta maison, entendre la mort et la détresse dans le voisinage, ne pas savoir s'il y aura un lendemain. Puis lors d'une nuit d'orage, le danger se rapproche de toi, prêt à t'arracher tout ce que tu as de plus cher. Tu descends les escaliers et soudain, tes parents sont morts sous tes yeux. Tu n'as plus rien, littéralement plus rien. Et pourtant, l'enfant qui est en toi a survécu. Alors, quand tu trouves une nouvelle famille et des amis qui te sont chers, tu crois de nouveau en la paix. Tu te bats pour elle et tes idéaux, mais une nouvelle fois, tout disparaît à nouveau. Ton meilleur ami meurt devant tes yeux, subissant ainsi l'injustice d'un monde corrompu. Dans ces conditions, pourrais-tu encore croire à la paix? Ou tes espoirs seraient-ils corrompus à leur tour? Dis-moi, comment aurais-tu pris ta revanche sur ce monde? Quand on entend cette musique, on sait que les choses sérieuses commencent. Cette atmosphère sombre, ce son presque religieux qui annonce l'arrivée de l'enfer. Un enfer annoncé comme l'apocalypse, accompagné de ces différentes calamités formant l'un des groupes d'antagonistes les plus impressionnants qui soient. Vêtu d'un symbole reconnaissable entre mille, l'Akatsuki a dévoilé bon nombre de personnages intrigants et puissants. Mais tout au long du manga et l'anime, il y en avait un, tapi dans l'ombre, possédant une aura tellement supérieure aux autres et donnant les ordres. Un leader incontesté qui semble cacher un lourd secret et un terrible héritage. Un passé remettant en cause ses notions de paix, de pouvoir et de prestige, allant jusqu'à apporter la destruction pour mieux reconstruire selon son idéal. Laissez-moi vous parler dans cette vidéo de l'homme maîtrisant les pouvoirs des 6 chemins, de sa mentalité et de ses discours que peu d'entre vous ici ont compris et qui amènent parfois à la confusion. Bienvenue dans l'histoire de Pain, ou plutôt de Nagato Uzumaki. Je voulais vous remercier les amis en début de vidéo par rapport à l'engouement que vous apportez à mon nouveau projet, à la nouvelle DA de la chaîne, notamment l'engouement sur la vidéo Sasuke qui a tout explosé avec beaucoup de bons retours. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs quelle vidéo vous voulez que je fasse sur d'autres personnages de Naruto ou pourquoi pas d'autres mangas animés que vous préférez. N'oubliez pas bien sûr de laisser un petit pouce bleu et de vous abonner, c'est un petit geste pour vous mais c'est hyper important pour ne pas manquer les prochaines vidéos et bien sûr soutenir la chaîne à 100%. En route maintenant pour les 200 000 abonnés et bon visionnage à tous. Quand tu vois Pain pour la première fois, son charisme saute directement aux yeux. On sent que ce personnage est spécial. Assis en haut de sa statue, il domine la ville de sa prestance, tel un dieu omniscient qui contemple son monde et faisant la pluie et le beau temps sur tout ce qui l'entoure. Sa présence scénique le rend immédiatement mystérieux et mystique. On ne comprend pas qui c'est, d'autant plus qu'on n'a jamais entendu parler clairement de lui auparavant. Et là, l'entrée est fracassante. Via sa mise en scène, Kishimoto en fait tout de suite un personnage important alors même qu'on apprend à le découvrir. Cette sensation est vraiment amplifiée par les bribes de teasing qu'on avait eu de lui auparavant. Il n'apparaissait que sous la forme d'ombre durant les réunions de l'Akatsuki, ne pouvant distinguer que sa silhouette, sa voix et surtout ses pupilles. C'est un facteur qui retient forcément notre attention au vu de l'importance des yeux dans Naruto. Alors voir des pupilles aussi spéciales vient forcément tout de suite renforcer notre désir d'en savoir plus sur lui, rendant son apparition en chair et en os encore plus poignante et mystique, surtout au vu de l'autorité qu'il semble posséder sur des monstres tels que Kisame ou encore Itachi. A l'époque, ce personnage avait occupé l'esprit des fans avec un nombre incalculable de théories en tout genre sur les sites comme Captain Naruto et les différents forums. Pain était considéré comme le boss final du manga, comme le frère de Naruto, un descendant de l'ermite Rikudo et regroupait à lui seul bien d'autres idées farfelues. Tout était bon pour connaître la vérité à son sujet, mais personne, je dis bien personne, n'était vraiment prêt pour la réalité des choses et sa vision de la paix qui en a bien sûr choqué plus d'un. Pain est un véritable antagoniste de génie, probablement le plus intéressant du manga, et pourtant même lui est très critiqué sur certains points. Beaucoup pensent que sa conclusion n'a aucun sens au vu de ses actes et de ses discours, allant jusqu'à se dire que c'est un méchant flopesque et ridicule, qui n'assume pas sa propre vision de la vie. Un personnage qui, selon les critiques, retournerait sa veste au dernier moment. Au point qu'aujourd'hui, on entend souvent la vanne du Tolko no Jutsu pour dire que Naruto a réglé tous ses conflits seulement en parlant avec son ennemi, et apportant une soi-disant facilité scénaristique contre un ennemi quasi invincible, bien que Nagato atteignait littéralement ses limites physiques et psychiques et que les Pain étaient vaincus. Pour comprendre ses décisions et son évolution, revenons un petit peu en arrière à l'origine de tout pour découvrir qui est vraiment Nagato. Je n'en peux plus. Suis-je vraiment condamné à mourir ici? Prends ça et mange-le. Parmi les backgrounds les plus sombres du manga, celui de Nagato est vraiment un des plus intéressants à étudier. Un enfant qui grandit avec sa famille dans un contexte de guerre tout en préservant un quotidien de paix.
Quand ses parents sont morts et qu'il venge les siens en découvrant son véritable pouvoir sans le savoir, tout change littéralement pour lui. Un enfant qui ne sait pas se battre mais qui cache au fond de lui une puissance divine, incontrôlable, capable de réaliser toutes les prouesses, capable surtout d'apporter l'espoir chez ceux qui ont tout perdu. En ce sens, Nagato possède à son jeune âge la possibilité d'emprunter une route menant à la lumière ou une route menant aux ténèbres, son futur conditionnant indirectement celui du monde. Il va d'abord s'orienter sur la route d'un héros grâce à sa rencontre avec deux inconnus. D'une part Conan, une fille calme et douce, et de l'autre Yahiko, un jeune garçon plein d'énergie et d'espoir. On verra qu'au fil de son histoire, Nagato est souvent modelé par les gens autour de lui, telle une marionnette, à l'image bien sûr, comme vous l'avez compris, des corps qu'il utilise en tant que Pain. Le premier Nagato suit donc la voie de ses deux premiers amis, en devenant un garçon gentil et qui croit en la paix. Ils avancent ensemble dans un avenir brumeux mais empli de naïveté et de bons idéaux. Mais comme vous le savez, une seule rencontre peut changer le destin de quelqu'un à tout jamais. Lors d'un jour pluvieux, notre jeune trio va rencontrer un grand ninja qui va bouleverser pour toujours leur destin et leur quotidien. L'un des 3 Sannin de Konoha, le grand Jiraiya. Nous avons très faim. Et tes parents, où sont-ils? Je n'ai plus personne. Des ninjas les ont abattus. Tiens, prends des biscuits secs. Nagato, Conan, vous pouvez venir. Jiraiya va tout leur apprendre, allant de l'éducation de base à celle d'un shinobi. Son enseignement leur sera précieux pour devenir les meilleures versions d'eux-mêmes. Il leur donne les moyens et les clés de se défendre et concrétiser en partie leurs idéaux. Jiraiya représente ici une figure parentale pour les 3 enfants. Il leur apporte certes des connaissances, mais aussi de la chaleur et de la sécurité, comme le ferait un père. Un noyau familial éphémère mais qui a apporté son lot de bons moments inoubliables, à l'instar de cette photo de famille iconique. La folie de Jiraiya contraste avec la tristesse et la détresse ressenties par ces 3 enfants victimes de la guerre. Il leur donne ce qu'ils n'ont jamais eu, de la stabilité et de la sécurité. Mais voilà, toute bonne chose a une fin et Jiraiya doit s'en aller. Nagato perd cette fois-ci son père spirituel alors qu'il aimerait passer plus de temps à ses côtés. Ses enfants se retrouvent seuls à nouveau et doivent cette fois-ci agir en adultes sans en avoir le statut ni l'expérience. Un nouveau moment difficile qui forge une amitié encore plus forte entre nos 3 amis. En cette période dorée, Nagato a appris à abandonner sa tristesse pour aller de l'avant. Grâce à Jiraiya, il sait que sa puissance lui permet de protéger ses amis et que la moindre erreur peut leur coûter la vie. Sa vision du monde est moins sombre et grâce à l'impulsion des 3 personnes qui comptent le plus pour lui, son espoir d'un demain est plus coloré. Car oui, pendant cette période, Nagato est devenu fort, vraiment très fort. Notre cher Jiraiya était vraiment loin de se douter que ce gamin détenait un tel potentiel. Il a tué une nouvelle fois un shinobi ennemi pour protéger Yahiko et Conan, révélant au passage son Rinnegan, les pupilles divines. Jiraiya comprend tout de suite que ce jeune homme est spécial et qu'il doit canaliser son potentiel sans limite. Il a vu en lui l'homme qui pourrait apporter la paix en étant peut-être l'enfant de la prophétie qu'il a toujours recherché. Jiraiya va modeler indirectement Nagato en lui faisant comprendre qu'il a la force de devenir le héros que tout le monde attend pour apporter la paix, lui apportant ainsi un espoir démesuré pour quelqu'un qui de base possède des idéaux et traumatismes assez importants, comme un enfant qui ne veut pas se fixer de limites. Jiraiya va sans le vouloir mettre un poids énorme sur les épaules de Nagato, sans que ce dernier en ait conscience. Comme quoi, malgré de bonnes intentions et en voulant faire le bien, il nous arrive de faire le mal indirectement. Cette pression, cette force et ces principes suivront Nagato même après le départ de Jiraiya, le menant petit à petit vers un chemin révolutionnaire aux côtés de Yahiko, qui croit profondément en la paix. Il est encore, à ce stade, sur le chemin de la lumière, mais pour combien de temps? Au fil de leurs aventures, le trio fonde l'Akatsuki, un nom qui sonne terrifiant à nos oreilles et qui pourtant a une origine positive. Car oui, l'Akatsuki est créé de base pour faire la paix, cesser les guerres, ouvrir le dialogue, éviter à des enfants de devenir orphelins, voilà une conviction qui est quand même pure et pleine de lumière. Le symbole du cumulus rouge est très parlant. Le nuage cache le soleil et le rouge symbolise le sang et la colère. Alors si le nuage se met en mouvement, il laissera place au soleil et à l'espoir, effaçant ainsi la mort et la tristesse de la guerre. Yahiko, Nagato et Conan continuent leur quête en rassemblant de nouveaux membres qui croient au passage en leurs idéaux. Un groupe qui forge sa réputation en propageant leur foi à la manière de Naruto plus tard dans l'œuvre. Ce qui constitue ici un des premiers points du développement miroir avec Naruto. Leur réputation arrive même aux oreilles d'Hanzo et de Danzo, tous les deux alliés pour mettre fin aux agissements de ce groupe révolutionnaire et empli d'innocence. Pour eux, protéger la paix annihile les rapports de force entre les grandes puissances et empêche la domination de leur nation. S'il n'y a ni fort ni faible, s'il n'y a ni dominant ni dominé, si la guerre n'est plus menace crédible, alors ils perdront leur pouvoir et leurs avantages. Car la richesse crée nécessairement de la pauvreté et des malheureux, tout comme elle fait des riches et des vainqueurs. Yahiko ne souhaite que la paix et ne peut pas comprendre que la corruption des puissants leur fait repousser sa vision de la vie. Et tu sais, Nagato a grandi et est devenu un véritable homme aux côtés de ses deux amis. Il les a vus rire,
pleuré, tombé amoureux, ils ont passé des soirées à refaire le monde tous ensemble. La prestance et la bonté de Yahiko sont devenus le moteur de ses espoirs et de tout un groupe. Et là, alors que son meilleur ami se déplace pour protéger leurs idéaux, il le voit mourir sous ses yeux, se suicidant sur sa propre lame. Et c'est justement là que tout a basculé pour Nagato. Nagato sombre définitivement dans la folie et la colère. Après le mensonge d'Anzo et le sacrifice inutile de son ami, bafoué par le vice et l'immondice de l'ennemi, Nagato transgresse les interdits pour se venger. Il tue tout le monde et fait appel à un pouvoir interdit et ultime, le Gedomazo. Le soleil est désormais obstrué par la haine, sa haine, inversant ainsi les rapports de force. Il devient ce que Jiraiya redoutait, en empruntant cette fois la voie des ténèbres et non plus celle de la lumière. Désormais, c'est lui qui devient le nuage et le cumulus est plus rouge que jamais. Il n'est plus Nagato, mais Pain, un homme qui ne croit plus au bonheur, ni en la paix. Et c'est dans ce contexte où l'avenir est sombre et sans espoir qu'un mystérieux ninja masqué apparaît. Tobi, ou plutôt Obito, vient à la rencontre de Nagato et va l'influencer définitivement vers le mal. Nagato, ou plutôt Pain, s'engage maintenant sur le mauvais chemin de sa destinée. Quelques années plus tard, l'Akatsuki a bien changé sous l'influence de Madara et Obito tapis dans l'ombre. Pain agit en tant que leader d'une désormais organisation criminelle. Dans une mission plus que périlleuse mais nécessaire pour trouver la racine du problème Akatsuki, Jiraiya se dirige seul vers le village de la pluie, Ame. Le fait que Jiraiya est celui qui confronte Pain ajoute un grand enjeu dramatique. Il est celui qui a permis à Nagato de devenir ce qu'il est aujourd'hui. Il lui avait offert la possibilité de suivre le chemin des ténèbres ou de la lumière, et son élève malheureusement a choisi la mauvaise voie. L'ermite va donc devoir se confronter à sa propre erreur en constatant que son ancien protégé a choisi le mauvais chemin et peut le poursuivre grâce à ses enseignements. Un fort sentiment de culpabilité que le sensei va tenter de résoudre pour le bien de tous, au péril de sa propre vie. A l'inverse, Pain se retrouve face à celui qui voulait faire de lui un héros, étant une fois de plus exposé au fait qu'il est devenu un meurtrier. À l'inverse bien sûr des idéaux de son ami décédé, Yahiko. En porteur de destruction, Pain est devenu l'ennemi de la paix et non plus son allié. À son arrivée, et malgré sa capacité d'infiltration, il est repéré par Conan et par Pain. Et c'est à ce moment-là qu'on apprend que Pain peut repérer n'importe qui s'il entre en contact avec la pluie. On peut analyser cette pseudo-capacité en faisant le rapprochement avec le développement narratif de Pain. La pluie symbolise la nostalgie et le catharsis. Pain est un personnage épris d'une grande souffrance. Il ressent une nostalgie du temps avec Yahiko et a expérimenté le catharsis en tuant tout le monde avec le Gedomazo. Le fait qu'il contrôle la pluie insinue qu'il ne fait qu'un avec elle. Il n'est ainsi plus qu'un concentré de nostalgie, de tristesse et de catharsis. Tout comme la pluie. Il en devient l'allégorie et ainsi tout ce qui touche à ce sentiment passe sous son contrôle. De plus, cette même pluie s'abat sans cesse sur la ville. Cela montre indirectement que Pain impose la souffrance sur sa cité natale. Alors que de base, il voulait être celui qui amènerait la paix au peuple, il devient finalement son bourreau. Amenant aussi une notion de contrôle qui fait référence au régime totalitaire. Pain est devenu un dictateur alors que Nagato voulait protéger la liberté et la paix. Une évolution terrible qui montre à quel point un traumatisme peut changer un homme. Jiraiya est donc repéré assez facilement à Ame sans savoir qui est réellement Pain, mais son instinct ne le trompe pas vis-à-vis du rôle de Nagato dans cette histoire. Et aussi par rapport au destin tragique de Yahiko. Finalement, les retrouvailles laissent place à un déchirement via un affrontement qui reste à jamais gravé dans la légende. Cette rencontre apporte aussi son lot d'interrogations. On était tous surpris de voir non pas un Pain, mais 6. Chacun partageant la vision de l'autre avec un pouvoir distinct rappelant bien sûr l'ensemble des 6 chemins du Rinnegan. Le fait que les 6 visions soient partagées renforce l'aspect omniscient du personnage. Il voit tout, il sait tout. Et le fait qu'il ait plusieurs corps rend le personnage encore plus mystérieux. On se demande ce qu'il est réellement. Le fait que Nagato contrôle plusieurs corps comme des marionnettes fait référence aussi à son propre développement. Il a souvent été modelé et utilisé par les autres. Et on peut également considérer que cela représente les pions de guerre. Chaque personne qui participe à un conflit est indirectement la marionnette des plus puissants, tout comme les 6 corps qui sont celles de Nagato. Durant l'affrontement avec Jiraiya, Pain n'a montré aucune émotion. Il n'ouvre que très peu le dialogue et n'incite pas à le continuer. Ensuite, il exécute son ancien sensei sans aucun remords. Une des morts les plus tristes et emblématiques de l'histoire des mangas. Une attitude froide qui dénote totalement de celui qu'il était avant les drames. Un personnage surpuissant, tel un dieu ou plutôt un démon, délaissant les sentiments humains pour imposer sa condition. Sa supériorité indiscutable dans cet affrontement, face à l'un des ninjas légendaires de Konoha, apporte son lot de tension et de pression à l'œuvre.
On se demande comment l'arrêter, quels sont ses points faibles et qui pourra bien vaincre ce monstre. La tâche semble littéralement insurmontable et montre que l'Akatsuki est loin d'avoir tout dévoilé. Bien que vous le savez tous, notre ermite a pu se battre jusqu'au bout pour envoyer un ultime message à Konoha, tout en sachant pertinemment que le danger allait se rapprocher. Pain est désormais en marche pour semer la destruction et récupérer Kyuubi. Ferons les choses autrement, à ma manière. Et désormais, le monde connaîtra la souffrance. L'arrivée de Pain à Konoha reste à ce jour un véritable exemple de cataclysme qui s'abat sur une population. Les Pain débarquent dans le village et sèment le chaos. Les victimes se multiplient parmi les ninjas random comme les ninjas d'élite. On découvre en quelques instants toutes les facettes de Pain, avec des pouvoirs encore plus monstrueux que face à Jiraiya. Pain va par la suite affronter des archétypes de personnages qui font écho à son histoire et sa relation avec la paix. Par exemple, le père de Shoji représente le bon papa qui prend soin de sa famille, comme son propre père. Kakashi symbolise un sensei, respecté qui protège les civils et instruit les plus jeunes. Sans oublier Konohamaru qui incarne la jeunesse sur le bon chemin. Pain détruit tous ces archétypes comme Konoha ou les grandes puissances l'avaient fait dans son village. Il montre la misère qu'amène la guerre en attendant l'arrivée de Naruto qui s'oppose à cette vision. Le célèbre Shinra Tensei est l'apothéose de son carnage. Sa technique détruit littéralement tout le village. Cette utilisation est évidemment une référence à la bombe nucléaire, événement qui a marqué le Japon de son empreinte morbide. Une catastrophe qu'on n'aurait jamais cru voir arriver dans le manga. Surtout à Konoha, Pain est aussi puissant qu'un dieu et le fait comprendre en appliquant sa punition divine depuis les cieux, face à des humains impuissants et seulement capables de constater les dégâts. C'est d'ailleurs durant sa conversation avec Tsunade, avant de passer à l'acte, que Pain va expliquer les prémices de son opinion sur la paix et la souffrance. Selon lui, connaître la souffrance et la comprendre permet de se rapprocher de la réalité du monde et ainsi atteindre une paix véritable. Et pourtant, la paix que Pain soit imposée est artificielle et sera confrontée à celle que désire Naruto. Une confrontation prête à rentrer dans la légende et faire basculer cet arc titanesque dans une autre dimension. L'arrivée fracassante de Naruto fait clairement partie des meilleurs tout manga et animés confondus. Sa prestance, sa nouvelle puissance due au mode ermite maîtrisé à 100% et sa nouvelle tenue incroyable, on croirait voir en tout cas depuis son dos un Hokage. Il constate très vite les dégâts et le nombre de victimes que Pain a réalisé en très peu de temps, tout en apprenant que Kakashi en fait partie. Malgré sa tristesse et son désespoir, Naruto déploie alors son pouvoir pour vaincre un à un l'ensemble des Pain jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Naruto fait ainsi face à Yahiko, ou plutôt ce qu'il en reste contrôlé par Nagato. Leur vision du monde s'oppose et se confrontent dans des échanges de coups et un déferlement de techniques toujours plus impressionnant. Le premier élève de Jiraiya affronte désormais celui qui porte son héritage. Le combat s'intensifie, la tension est palpable, mais Pain est bien trop fort. Naruto est vaincu, cloué au sol, et Pain va s'intéresser au protagoniste. Après l'opposition physique, place à la bataille idéologique. Et surtout, un moment légendaire va suivre, le fameux discours de Pain. Au fond, toi et moi, nous nourrissons le même espoir, le même dessein. Nous avons entrepris d'instaurer la paix dont rêvait Jiraiya. De ce point de vue, rien ne nous différencie. C'est notre conception de la justice qui nous guide. Ce que j'ai fait subir à Konoha au nom de ma vision de la justice, c'est exactement ce que tu brûles de m'infliger. Probablement l'un des plus grands discours d'antagonistes connus à ce jour. Un discours sur la paix et sa propre vision du monde et de la justice. Un discours que bien sûr je ne peux pas vous faire entièrement écouter ici à cause des droits d'auteur, mais soyez bien attentifs. Au début du discours, Pain prend tout de suite un ton accusateur alors qu'il vient de commettre des crimes atroces. Il parle du passé de Konoha et des autres grandes puissances et il explique que ces forces ont profité de leur domination et de leur richesse pour déclencher elles-mêmes le chaos. Tout ça pour satisfaire des fins personnelles ou sous prétexte de nécessité factice. Tout est bon pour justifier une invasion d'après les grandes puissances, et ça peu importe les victimes collatérales de ces guerres. Il met en avant la cause qu'avait utilisée Konoha, la famine. Cela peut paraître louable, mais il démantèle cet argument en rappelant les conséquences. Il n'approuve tout de même pas l'initiative et montre que le prisme est forcément relié à celui et ceux qui vivent la situation. Peut-être qu'aux yeux de Konoha, c'était des sacrifices obligatoires, mais aux yeux des habitants d'Ame, voir leur village détruit et avoir de si grandes pertes humaines ne peut pas avoir de raison valable. La misère qui en découle est bien trop grande. Dans la suite du discours, Pain utilise un parallélisme afin de mettre en lumière une opposition poignante. Ceux qui se sont battus étaient grands et c'est un territoire de petits qui en a payé le prix. C'est à nouveau ici un ton accusateur.
Ici, Pain identifie clairement la victime de l'histoire qui est Ame, insistant sur leur invisibilisation au sein du drame. Lorsque les grands font la paix, les petits comme Ame sont toujours détruits. Les vaincus et victimes collatérales ont connu une misère totale. Le village d'Ame a été massacré et endeuillé. Une horreur qu'ils ont expérimentée uniquement en raison de leur place sur la carte. Un destin tragique qui prouve que les chances d'obtenir la paix ne peuvent être égales suivant là où tu te trouves et suivant avec qui tu te trouves. Pain va par la suite s'inclure sans cesse dans le discours aux côtés de Naruto. Il va commencer en faisant une double inclusion en utilisant le nous puis toi et moi. Il crée ainsi un lien de connexion entre Naruto et lui-même, souhaitant lui montrer que leurs pensées sont en réalité communes. Ce procédé rend le discours exceptionnel dans sa structure. Pain force Naruto à se sentir concerné et à s'identifier à lui en l'incluant à ses côtés. Et nous lecteurs allons forcément faire un lien logique entre Naruto et Pain, nous questionnant sur leur développement miroir tout au long du discours, et surtout de leur histoire respective. Cette structure continue et s'intensifie via l'utilisation d'anaphores en utilisant plusieurs fois le mot nous au début de 2 phrases consécutives. En procédant ainsi, il insiste sur le fait que tous les deux soient au fond la même chose, ce qui apporte une nuance sur la notion de bien et de mal. Parce que si nous sommes identiques et cherchons la paix, suis-je réellement le méchant? Cette question traverse nécessairement notre esprit en raison de la structure de l'argumentation. Et c'est ainsi que le raisonnement continue. Il nous fait comprendre que peu importe de quel côté on se trouve, on refuse de penser que c'est nous qui avons commis le chaos. On rejette la faute sur celui qui nous a arraché quelque chose en omettant de savoir d'où vient la racine du problème pour mieux le cerner. Chacun souhaite la paix à sa façon, mais qui détient la vérité sur la justice? Est-ce que la justice et la paix sont des notions universelles? Pourquoi se faire la guerre si la paix est souhaitée des deux côtés? On est tous le méchant de l'autre et le gentil de notre propre histoire, et ce depuis la nuit des temps. La guerre n'est qu'un concentré de personnes défendant leurs propres intérêts. Pain enchaîne ensuite avec un nouveau parallélisme intéressant. Il fait référence à la justice qu'il a apportée à Konoha, en la comparant à celle que Naruto veut lui infliger. Il se compare, lui, un seul homme, aux actes de Konoha, un village entier. Il montre en réalité que l'échelle de l'agresseur et de l'agressé ne compte pas du tout. La vengeance sur un seul homme est relative à celle sur un village, car ce qui compte c'est les actes et la peine ressentie. Pour le faire comprendre, il associe 3 mots, peine, père et précieux, avec une allitération qui fait l'effet d'une boucle. On comprend que ces 3 mots sont intimement liés entre eux. Ainsi, la peine et le désir de vengeance sont selon lui inévitables. Il comprend la haine que Naruto lui porte pour avoir brisé son foyer et ses amis, car lui-même l'a vécu lors de son enfance, en perdant son village, ses parents et son meilleur ami. Il dit que Naruto veut l'abattre pour appliquer sa justice, ce qui contribue inévitablement au cercle de la haine. Car oui, chaque acte entraîne une réponse de la victime à l'agresseur, ainsi la victime devient agresseur à son tour. Connaître la souffrance est censé apporter une expérience, une connaissance, empêchant forcément d'aller plus loin. Pourtant, aucune bienveillance ni empathie n'arrive dans un camp ou dans l'autre tant que la vengeance agit au fond. Pain explique à Naruto son point de vue, en l'incluant dans les faits reprochés et avec une vision plus globale des choses. Cette première partie du discours a utilisé une structure en apostrophe qui a pour but d'impliquer l'autre. Maintenant que l'objectif est rempli, Pain va continuer en s'attaquant à une critique idéologique. Il va d'abord effacer de son discours le devoir de mémoire, en rappelant que même si on connaît le passé, on appréhende toujours l'avenir. L'être humain reproduit sans cesse les erreurs du passé et à outrance, propageant toujours plus de haine à travers les hommes. Son discours va utiliser un paradoxe volontaire, c'est-à-dire parler de compréhension mutuelle, puis du désir irrémédiable de vengeance. Ce discours accompagne en réalité le paradoxe qui surplombe l'être humain en général. Leur désir de paix est constamment faussé par la rancœur, les émotions et les pulsions négatives qui accompagnent l'esprit de l'homme. Alors si les erreurs se multiplient, la colère grandit et l'avenir devient une boucle funeste. Il continue en parlant de la paix qu'il peut apporter au monde. Si tout le monde a peur de lui, plus personne n'osera se battre. S'il le fait, il obtiendra la paix via la terreur. Une référence évidente à la menace nucléaire que son Shinra Tensei représente et qui a traumatisé le Japon lors de la Seconde Guerre mondiale, puis bien sûr durant la guerre froide. Il va également insinuer que Naruto n'a pas tort. Empêcher les hommes de se battre en raison de la terreur n'apporte en réalité qu'une paix factice. Cette fois-ci, Pain ne parle plus en utilisant le nous, mais plutôt il utilise le je et donc la première personne. Il se place au-dessus des hommes et de leurs conflits, comme la solution à leurs vices. Il accepte ainsi toutes les responsabilités et la pression qu'incombe d'obtenir et maintenir la paix dans un monde aussi corrompu que celui des hommes. Il souhaite imposer sa vision qu'il considère comme l'unique moyen de mener à la paix, quitte à tout raser pour mieux reconstruire et briser ainsi la chaîne de la haine. Grâce à ce discours à la première personne, on en apprend un peu plus sur Pain et sa mentalité. C'est un personnage qui a un point de vue utilitariste, tout comme la phrase « la fin justifie les moyens ». Si tuer 10 millions d'hommes permet d'amener la paix et la sécurité à 90 millions d'autres, alors selon lui, il faut le faire. Si la misère d'une parcelle amène au bonheur de la majorité, la question ne se pose pas. Cette mentalité est bien sûr très discutable, mais nous pousse à nous demander si Pain est au fond réellement mauvais. Son objectif est fondamentalement positif à la base, et c'est notre éthique d'être humain qui nous pousse bien sûr à aller en contradiction de sa perception. L'acceptation de voir un grand nombre d'innocents mourir nous est impossible, même pour le bien commun.
Toi par exemple qui regarde cette vidéo, tu vas probablement considérer ce discours comme immoral. Et bien sûr c'est mon cas également, car l'homme est fait de sentiments là où cette philosophie est fondée sur la raison. Pain s'éloigne donc de ses sentiments en prenant cette décision. On en vient même à penser qu'il n'a tout simplement plus de cœur. Et cette façon d'être, d'agir et de penser cache en réalité une explication plutôt simple. Pain a totalement perdu foi en l'humanité, chose normale pour quelqu'un qui a traversé autant d'épreuves. Il a vu les horreurs du monde et la noirceur des vices humains, et ça au quotidien. Et tout ça avant même de devenir un shinobi. Il pousse Naruto à ne pas croire naïvement en ce monde, en sa stabilité éphémère. Il admet ensuite que sa paix est probablement artificielle, et pose alors une nouvelle question. Vaut-il mieux une paix artificielle ou l'espoir d'une paix idéaliste qui n'arrivera jamais? Une question emplie de sens et de nuances quand on connaît le point de vue de Naruto sur la question. Par la suite, son discours va encore plus loin. Si encore quelques secondes auparavant, il décrit la volonté de Naruto comme une paix fantaisiste, Pain va prendre un nouveau virage dans son discours. La paix que désire Naruto n'est pas juste idéaliste, elle est également artificielle, tout comme celle finalement qu'il veut instaurer. Car oui, selon Pain, cette paix impose la misère aux minorités à défaut de la peur à la majorité. Cette pseudo-paix idéaliste serait en réalité bâtie sur un passé sanglant et la souffrance des faibles vaincus. Il termine son discours avec des mots et des procédés stylistiques assez forts. D'abord, il utilise à nouveau un parallélisme en associant la paix des grands à la souffrance des petits. Formulation poignante qui vient détruire le point de vue de Naruto. Ensuite, il fait une antithèse qui appuie sur la fausseté du bien selon les grandes puissances, dont Naruto fait partie. Votre paix est une agression permanente, une phrase très puissante qui associe des mots qui ne devraient de base jamais l'être, venant clouer littéralement sur place l'idéologie de Naruto. Pain conclut son discours en insistant à nouveau sur la relation émotion-raison. Les hommes sont emplis de vices et de péchés, tandis que les émotions humaines prennent constamment le dessus sur la raison. Toi qui regardes la vidéo, si je tuais ton frère par exemple, qu'est-ce que tu ressentirais? Tu voudrais probablement en finir avec moi. Tu voudrais probablement me tuer. Et si tu me tues, alors mon frère voudra te tuer à son tour. Cette chaîne de haine et de vengeance est à la fois infinie et imbrisable. Voilà pourquoi Pain souhaite surpasser sa condition humaine pour ne plus rien ressentir. Il sait aussi que pour obtenir quelque chose, il est impossible de ne pas faire de sacrifice. Ce discours est absolument exceptionnel, loin d'un discours démo-dépressif comme certains peuvent le dire. Sa structure est ultra qualitative, son écriture impressionnante et son raisonnement philosophique très poussé. On peut le dire, Kishimoto s'est surpassé sur tous les points et nous montre sa grande qualité d'auteur à travers ce discours. Pain est un antagoniste complexe et nuancé, on comprend ses objectifs et ses desseins, et ce, même si on ne l'accepte pas forcément. Maintenant que l'analyse de ce discours est terminée, on va naturellement parler de la suite et la réponse de Naruto pour conclure la vidéo. Bon, j'imagine qu'à part le côté idéologique et philosophique, vous aimeriez qu'on parle davantage du combat de Pain et Naruto en lui-même, sauf qu'en fait ce combat et cet événement a plutôt une incidence sur l'évolution de Naruto plus que sur celle de Pain, par rapport à l'intervention d'Hinata, de Kyuubi, évidemment aussi de Minato, donc on en parlera bien sûr dans une autre vidéo, soyez-en sûrs. À notre émissaire de la paix qui arrive la bouche en cœur. Naruto et Nagato se font enfin face. Désormais loin du combat, Naruto va décider d'apporter une réponse au discours de Nagato, une réponse déterminante et inattendue. Naruto admet qu'il comprend les idéaux de Nagato, sans pour autant y adhérer. Nous avons ici deux anciens élèves de Jiraiya, l'un qui a renoncé à croire en lui, arpentant les ténèbres par désespoir, et l'autre qui perpétue cet héritage en suivant le chemin de la lumière, tel un héros qui n'abandonne jamais. En décidant de laisser Nagato en vie malgré la haine qui hurle en lui, Naruto a remporté la bataille physique, mais aussi idéologique. Un geste qui prouve sa volonté de casser le cycle infernal de la violence et de la haine. Il reprend par la suite les mêmes mots que ceux écrits dans le premier roman de Jiraiya, ceux qui résonnent bien sûr dans l'esprit de Nagato. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit des mots de ce dernier qui ont inspiré par la suite l'histoire du roman de Jiraiya. Un héritage lourd de sens qui a totalement déboussolé Nagato, incapable de surmonter ses peurs et d'avoir confiance en lui-même et en l'avenir. Contrairement à Naruto qui, malgré une vision plus naïve de la vie et de l'humanité, ne souhaite abandonner en aucun cas. Il croit en un avenir de paix, quoi qu'il advienne, et peu importe les obstacles qu'il faudra surmonter. Naruto représente la version idéale de Nagato s'il n'avait pas perdu tout espoir de paix. Celui qu'il est aujourd'hui pourrait également être un Naruto qui s'éloigne bien sûr du bon chemin, mais lui a fait le bon choix, contrairement à son aîné. Naruto perpétue ainsi l'héritage de leur maître et souhaite léguer à son tour cet idéal. Il prouve à Pain que le passé peut avoir une emprise sur le futur, contrairement aux convictions de ce dernier. S'il propage la paix sur plusieurs générations, elle finira forcément par devenir réelle. Nagato ne croit tellement plus en l'humanité que pour lui le cycle perpétuel des erreurs commises ne peut être stoppé, ou du moins pas aussi facilement. Pourtant son comportement n'incite pas du tout au changement, ni à l'apprentissage. Il contribue lui-même à ce qu'il dénonce en permanence. C'est pour cela que les mots de Naruto vont résonner en lui,
prouvant qu'une personne est capable de tenir compte des bonnes morales pour empêcher les mauvaises de se répandre davantage. Suite à ce discours, Nagato réalise l'un des choix les plus critiqués des haters de Naruto, ou du moins des fans qui n'ont pas compris ce personnage jusqu'au bout. Il décide de ressusciter les victimes de Konoha, tout cela au détriment de sa propre vie, ne s'autorisant ainsi pas de seconde chance. Mais alors, pourquoi ce choix? Est-ce un retournement de veste comme certains aiment bien le dire? D'après ses critiques, il prendrait cette décision subitement et elle serait incohérente avec son background et son développement, notamment en tant que criminel de l'Akatsuki. De plus, le fait qu'un gamin de 16 ans lui retourne le cerveau serait du pur bullshit. Eh bien, laissez-moi vous le dire les amis que c'est pas du tout le cas. Et laissez-moi vous parler un petit peu d'un procédé narratif intéressant à ce sujet, le développement hors écran. Il s'agit de l'évolution que subit un personnage sans qu'elle ne soit montrée. Pendant toutes les années qui ne sont pas montrées directement dans le manga, Nagato lui évolue et réfléchit. Il repense en permanence à Jiraiya et ses préceptes et se remet aussi en question pour se demander s'il a raison ou s'il a tort. Certes, quand il arrive devant Naruto, il est sûr de lui, mais c'est justement ce dernier qui le remet face à ses doutes du passé. Le fait qu'il ne soit pas montré directement prouve que Nagato est un personnage humain et que l'écriture est réaliste. Naruto est l'élément déclencheur d'une nouvelle remise en question qui ressemble finalement aux précédentes. Il lui rappelle son maître et la voie qu'aurait suivi Yahiko s'il était en vie, sujet qui l'ont probablement tourmenté toutes ces années. De plus, ce n'est pas qu'un gamin de 16 ans qui lui fait changer d'avis, c'est le poids de l'héritage de la paix que Jiraiya souhaitait qui brille plus fort que jamais en ce gamin qui a pourtant tant souffert aussi. Donc non, ce n'est pas incohérent, c'est même une excellente décision narrative de la part de l'auteur, de l'avoir raconté de cette façon et exécuté ainsi. En plus de ça, grâce à l'impact du discours de Naruto, Nagato retrouve en réalité sa condition humaine. Il ne se prend plus pour un dieu et retrouve au passage toutes ses émotions et l'envie de croire à nouveau en l'humanité. Ses idées se connectent à nouveau avec l'héritage de Jiraiya et il décide par la suite de rendre Konoha et ses habitants à Naruto, comme preuve de son adhérence à sa philosophie. Alors que, ne l'oubliez pas, c'est ce même village qui lui a tout pris par le passé et que ses morts ne pourront eux pas revenir. Une preuve qu'il souhaite surmonter sa haine et rendre un autre type de justice afin de suivre également la volonté de Yahiko, celle de préserver et non de détruire. Nagato montre également qu'il croit en l'avenir via ce geste. Les pourritures d'antan qui lui ont pris les siens ne représentent pas nécessairement la nouvelle génération qui peuple aujourd'hui Konoha, et bien entendu les générations qui suivront. Il fait un pari sur l'avenir en misant sur la détermination et le Nindo sans faille de Naruto. On peut aussi y voir une volonté d'être pardonné et d'effacer une partie de ses crimes en retrouvant la voie de son maître. Le cycle de la haine est désormais en partie brisé des deux côtés, laissant l'espoir d'un monde meilleur dans les mains d'un nouveau héros, Naruto Uzumaki. Maintenant, il ne porte plus en lui l'unique flamme de la volonté de Jiraiya, mais aussi celle de Nagato. Un magnifique message sur l'héritage gravé dans l'éternité, montrant encore à quel point Naruto est une œuvre exceptionnelle et hors norme. Bingo.